aujourd'hui on va passer un petit moment avec quelqu'un que tu as peut-être déjà vu quelque part. Ils se marièrent et furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Intox. Tous ces trucs de prince charmant, intox, sont juste des mythes pour nous empêcher de nous mettre au boulot. Parce que l'amour, c'est du travail. Il s'agit de Florentine D'aulnoy-Wang, thérapeute de couple et autrice de ce merveilleux livre, Les 13 clés de l'intelligence amoureuse, dont on va parler un peu ici. Dans cette interview, on va parler de choses bien plus vastes que les conflits, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que parfois il peut y avoir certaines frictions? À quoi ça tient? Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se met avec ce partenaire-là? Dans le livre de Florentine, on aborde l'intelligence amoureuse dans le couple, mais on va aussi parler dans cette interview de l'intelligence amoureuse de la personne célibataire. Dans absolument tous les couples, qu'ils soient heureux, malheureux ou quelque part entre les deux, il y a des conflits. Il y a des conflits dans tous les couples, donc la question n'est pas comment ne pas avoir de conflits, mais comment les gérer quand ils arrivent. On ne peut pas ne pas avoir de conflits. Bon, la majorité des gens n'aiment pas les conflits. Cela dit, si toi tu fais partie des personnes qui ont carrément peur des conflits, qui ont tendance à les fuir, alors ce livre, que tu sois en couple ou que tu sois seul, ou quelque part entre les deux, il est pour toi. Oui, un conflit, un désaccord, une dispute, ça menace toujours plus ou moins la relation, et au-delà du fait que c'est toujours un moment désagréable, ça ne te fait peur que parce que tu ne sais pas les gérer. Heureusement, Florentine est là et à travers son livre et son approche empreinte de la méthode Imago, elle va t'apprendre justement à communiquer avec ton partenaire pour remettre du lien là où il n'y en avait pas, là où il n'y en avait plus, là où il avait été abîmé. Parce que de manière générale, dans les relations, ne te font peur que les choses que tu ne sais pas gérer, que les choses dans lesquelles il y a de l'inconnu. Et donc plus tu vas t'éduquer au travers de vidéos, de livres, etc., et évidemment en pratiquant tout ça dans ta vie, plus tu vas enfiler des perles de sagesse à ton collier qui vont rendre ces situations connues et du coup te faire gagner confiance en toi. Tu n'auras plus peur, ou en tout cas tu auras vachement moins peur de ces situations, puisque en amont tu auras pris le temps de décomposer un peu les mécanismes qui agissent dans les relations et dans les conflits pour pouvoir les désamorcer. Du coup, ça va te permettre de faire descendre de beaucoup tous les enjeux que tu pouvais mettre dans les relations, dans tout ce qui te faisait peur, etc. Donc, en gagnant en sérénité, tu vas donner plus de chances à ta relation de perdurer. Nouveau générique. Oui, bah, générique, je trouve pas de zik, donc ce sera pour la prochaine fois. Donc, bonjour Florentine. Bonjour Gaëlle. Tu es autrice donc, des clés de l'intelligence amoureuse. Et il y a un TEDx aussi qu'on a, enfin en tout cas que moi je vois souvent passer dans mes fils d'actualité. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Florentine D'aulnoy-Wang. Je suis Je suis d'abord une femme, une épouse, une maman. J'ai fêté mes 20 ans de mariage au début de l'été, là. Bravo. Donc, voilà, je suis en amour avec cet homme, cet Édouard, depuis plus de 22 ans maintenant. On a 3 enfants ados, jeunes adultes. Et je m'occupe des couples, moi. Je suis psychothérapeute depuis des années. J'ai commencé par la gestalt thérapie. Et puis, nous, il y a... au bout d'une petite dizaine d'années de mariage, on a commencé à avoir des sacrés enjeux, tous les deux, on a commencé à avoir des sacrés conflits. Et puis un jour, on a fait un stage qui a changé notre vie de couple. Et puis là, j'ai vraiment orienté ma pratique vers le couple, ça m'a passionnée. J'ai mis tous ces outils dans mon couple, je suis allée en chercher plein partout. Et aujourd'hui, ma vie professionnelle, elle est orientée vraiment vers le couple. Aider le couple, aider l'amour, aider aussi la séparation, aider à ce que l'amour puisse faire son travail en fait, son travail d'amour, ouais. Tu dis aider la séparation, tous les couples ne sont pas sauvables? Je vois pas comme sauver, je vois comme... Parfois c'est plus juste, parfois tu sais, les enjeux qui remontent dans le couple, c'est des enjeux qui reviennent de loin. De nos enfances et parfois à force de les jouer à l'aveugle sans mettre de conscience, sans mettre d'intention, sans prendre soin, on a fait tellement de dommages que l'espace il n'est pas réparable ou alors on a fait ce qu'on avait à faire ensemble
Et quand je travaille avec la séparation, je travaille vraiment cette idée de s'honorer l'un l'autre, de se remercier, de comprendre, mettre de la lumière sur qu'est-ce qui s'est vécu, la façon dont on a contribué à ce qui s'est vécu, et se remettre vraiment chacun dans sa beauté, et puis d'aller chercher de la gratitude pour les apprentissages, pour la récolte, tu vois. Ce qui est très intéressant, quelle que soit la durée de la relation, en plus, parce que c'est vrai qu'on ait eu une relation de 3 semaines, de oui. 3 ans, oui. de 30 ans. Oui. C'est... Oui. Ça, et puis, pareil, on peut dire. Et puis, c'est faire le chemin en soi, de continuer à voir l'autre, parce qu'en général, quand il y a des difficultés, l'autre, c'est le mauvais, c'est l'affreux. Ouais. Hein, continuer à le voir dans sa beauté. Pas réécrire l'histoire que je me suis trompée, que c'était pas le bon, que c'était une personne parfaite pour 3 petits points et de la laisser en tant que belle personne, pas réécrire que c'est une affreuse ou un affreux, tu vois. Il est là le gâchis pour moi. Le gâchis, c'est pas de se séparer, le gâchis, c'est de faire cette bouillie humaine. Tu parles de l'espace du couple. Tu dis on va pas ouvrir l'espace. C'est quoi l'espace? L'espace du couple, c'est devenu le nom de ma boîte. Tu vois, mon site, c'est l'espace du couple. Parce que quand 2 personnes se mettent en relation, un espace s'ouvre. Et immédiatement, on est 3. Et ce que j'enseigne aux couples, ce que je veux vraiment leur transmettre, c'est cette idée de prendre soin de l'espace. Prendre soin de la qualité de cet espace. Regardez qu'est-ce qu'ils mettent dans cet espace, qu'est-ce qui se passe dans cet espace. Je te donne un exemple. Je peux aller très bien. Mon mari va très bien. Notre espace va pas très bien. Tu vois? Tu commences à sentir qu'il y a une pulsation propre. Notre espace peut aller très bien alors que moi je vais pas bien. Il peut aller très bien. Alors, oui, d'accord. Ouais. Il y a une 3e vie dans la relation. Il y a le premier qui a théorisé ça, c'est un philosophe qui s'appelle Martin Buber, qui est hyper intéressant à lire. Il a écrit le Je tue et il explique ça vraiment magnifiquement. Et j'apprends au couple à prendre soin de l'espace. Parce que quand on prend soin de l'espace, ça prend soin de l'un et de l'autre. Et il n'y a plus toi versus moi versus toi, t'es un affreux, je suis une affreuse, c'est pas normal ce que tu fais, tous les tu qui tuent. C'est juste, on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer là. L'espace, il peut aller bien alors que les deux vont peut-être pas très bien. Oui. L'espace peut aller pas très bien alors même que les deux vont bien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si tout le monde va mal? Écoute, quand tout le monde va mal, on prend soin de tout le monde. Et après, chacun ses priorités. Moi, je suis vraiment très ancrée dans un paradigme relationnel, c'est-à-dire, je vais d'abord m'occuper de l'espace. Quand un couple arrive, je m'occupe de leur espace. Je suis pas le thérapeute de l'un ou de l'autre, je suis vraiment focalisée sur l'espace entre eux. Et donc moi j'avais fait un petit schéma dans une de mes premières vidéos qui disait toi plus moi égale nous. C'est ça. Là toi tu te mets au service du nous qui est au milieu. C'est ça. Avant le toi et le moi. C'est ça. Ça serait comme 1 + 1 = 3. Dans ton livre, tu dis que chacun est responsable à 100% de l'espace. Ouais. Là où on a tendance à entendre la plupart du temps qu'on est responsable à 50% chacun. Tu peux développer ça? Oui, 50-50, pour moi, c'est quand on se sépare. On partage. Non, chacune de mes réactions, chacune de mes interactions va colorer cet espace. Et il suffit que je change ma réponse à ce qui se passe pour que l'espace change. Tu vois, dans les couples, il y a des danses, ça revient toujours. Tu fais ça, je réagis comme ça, pouf, et tac, tac, tac. Il suffit que je réagisse plus comme ça pour que ça s'enchaîne autrement. C'est vraiment important à repérer ça, c'est vraiment tellement responsabilisant. On n'est pas le victime de l'autre dans la relation. On est à chaque instant en train de co-créer notre réalité du moment.
Et selon les ingrédients que je mets, ça va avoir tel ou tel goût. On a tendance à regarder les ingrédients que met l'autre. C'est pour ça que je dis, on est chacun 100% responsable. Parce qu'on en met des ingrédients. Consciemment, inconsciemment, on n'arrête pas. On n'arrête pas et c'est normal. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et quand on dit par exemple que je peux pas changer l'autre, mais tout ce que je peux changer c'est moi, et à la rigueur la relation, quand moi je change, je vais changer donc l'espace de la relation, mais c'est pas l'autre que je vais changer. Parce que voilà, il garde son libre arbitre et comment lui réagit à tout ça. Et en même temps, si la relation change, est-ce que par voie de conséquence, l'autre ne va pas changer aussi? Mais si, mais bien sûr. En fait, je vais pas changer l'autre, mais je peux changer mes réactions à l'autre, déjà. Et en plus, je crois pas qu'on change vraiment, je crois qu'on transforme. Pour moi, c'est vraiment intéressant de faire la différence entre changement et transformation. Tu vois, si on veut me changer, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas, on va les sortir, puis on va en mettre d'autres qui sont bien. Et ça me rend défensive. Tu vois, moi, je nous vois vraiment comme des merveilles. Je pense que tout est là. Et je pense que, en revanche, on a des parties qui préexistent par rapport à d'autres et qu'on peut juste un peu réorganiser. Je parle plutôt de transformation que de changement. Pour moi, la transformation, c'est je sais que tu as tout en toi. Et c'est juste peut-être, quand il se passe A, tu pourrais répondre B, C, D au lieu de répondre A. Parce que je sais que tu sais aussi répondre B, C, D. C'est cette conscience, cette notion, tout est là. Et on va... Comment on active ce qui nous intéresse? C'est ça, on va choisir. J'ai tout et je choisis. C'est pas j'ai du mauvais, on le retire et on met du bon à la place. J'ai tout alors que parfois je suis pas consciente que j'ai, parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire bah oui mais moi je suis pas comme ci ou je suis pas comme ça, et peut-être en même temps on voit aussi comment une situation nouvelle peut révéler un aspect de nous qu'on ignorait. On dit oh là là, je me connaissais pas comme ça. Une situation nouvelle, une relation nouvelle, oui. Je pense qu'on est né des merveilles absolues. Je pense qu'on est incroyable, qu'on a des potentiels tous azimuts et que la vie nous donne l'occasion de les explorer ou pas, et que nos enfances, notre chemin de l'enfance, nos blessures d'enfance, nos psychiatrices nous ont fait congeler certains aspects de nous. Et je crois aussi que dans la rencontre amoureuse, on va trouver quelqu'un souvent qui est très vivant, là où nous on a beaucoup congelé, tu vois. Dans le langage commun, on dit les opposés s'attirent. Et donc pour toi, c'est ce qui va à la fois et nous attirer, parce qu'on s'en sent complémentaires, mais aussi créer des différences qui vont après peut-être nous poser problème. Souvent, on dit que on se sépare pour les mêmes raisons qu'on s'est aimé. C'est exactement ça. On est attiré au départ parce que waouh, je sens bien, je l'ai aussi, mais c'est pas vivant chez moi. Et toi, tu le portes, c'est magnifique. Et puis ça va finir par m'activer. Parce que si j'ai décidé de le congeler, j'ai eu des bonnes raisons. C'est que c'était dangereux dans mon environnement, dans ma famille, dans mon enfance, d'avoir ça vivant. Alors, je l'ai enfoui. Et si toi, tu le portes, c'est dangereux. Parce que j'ai appris. On ne peut pas porter ça, tu vois. On est pris en étau entre waouh et... Et qu'est-ce qui fait que ça m'attire, du coup, si je trouve ça dangereux? Ben c'est très attirant. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait, c'est que c'est une qualité. Et c'est un trait que j'ai perdu. Et donc, dont je suis à la recherche? J'imagine que ça m'appelle. Il y a un fil quelque part qui appelle, qui est nostalgique. Tu sais, je crois qu'on a... on a un moteur qui est vissé au centre de l'être et que on veut redéployer la merveille qu'on est au fond. On a ce pulse d'épanouir tout ça. Et on cherche des situations, des gens, des configurations, des zones d'apprentissage, pour redevenir, tu vois, au fond vraiment qui on était. Et le couple, c'est un des grands laboratoires pour faire ça. C'est pour ça que je suis tellement passionnée par le couple.
C'est les clés de l'intelligence amoureuse. C'est quoi l'intelligence amoureuse? L'intelligence amoureuse, c'est... Ça fait réagir plein de gens que j'ai dit vrai. Intelligence amoureuse. Ils disent ah non, Florentine, on va pas en plus devoir être intelligent sur un truc qui devrait être juste jaillir. Oui. Moi, je pense que le grand amour, il se travaille et qu'il faut mettre beaucoup d'intention et beaucoup de conscience et beaucoup de compréhension sur ce qu'on vit à l'occasion de l'autre, parce que sinon, à l'aveugle, on va en faire un affreux. Et puis, on va se retrouver une victime de l'affreux. Et puis on va vivre des grandes douleurs, des grandes souffrances. L'intelligence amoureuse, oui, je pense qu'il faut vraiment réconcilier cette idée de tomber amoureux. C'est un instinct, c'est un jaillissement, ça nous advient, ça nous arrive. Après, il faut faire vraiment appel à notre cerveau. Ouais. Pour construire la relation. Pour faire la bascule au-delà de l'état amoureux. Ouais, pour passer, tu sais cette phrase d'Éric Emmanuel Schmitt que je cite tout le temps, que j'adore, il dit « on commence à aimer quand on cesse d'être amoureux ». Voilà, donc passer de l'état amoureux à l'amour. Là, il faut de l'intelligence. Et puis tu vois, il y avait intelligence émotionnelle, intelligence... artificielle, et je me suis dit allez, dans l'amour aussi. On a plein d'intelligences, différentes en nous. On va avoir des intelligences logiques, musicales, enfin on a plein d'intelligences différentes. Pourquoi pas celle-là? Et on pourrait se dire encore un truc sur lequel je dois être intelligent finalement, mais c'est juste que c'est là de toute façon qu'on le veuille ou non au final. C'est exactement ça. On en a besoin. On en a besoin. Donc toi, t'en parles vraiment de l'intelligence amoureuse au sein du couple. Tu invites du coup les couples à cheminer vers le couple conscient, à mettre justement de l'intention dans la relation et de développer cette intelligence amoureuse. Tout le monde n'a pas la chance d'être en couple. C'est quoi l'intelligence amoureuse de la personne qui est célibataire aujourd'hui et qui est en recherche d'un partenaire auprès duquel ou de laquelle évoluer? Ouais, j'aime bien ta question. En préambule déjà, avoir cette conscience que le couple, c'est un laboratoire pour grandir. Et qu'on va tomber amoureux de quelqu'un qui va venir appuyer sur nos nerfs sensibles. Et c'est pour ça qu'on le recrute. Nos boutons, surtout ne pas appuyer. C'est exactement ça, les boutons de nos congélateurs. Tu vois, nos enfances nous ont installés, sensibilisés sur des thèmes, sur des sujets, sur toutes les enfances, même les enfances... heureuse, harmonieuse, parce qu'aucun système parental peut répondre à tous nos besoins quand on est enfant. Donc certains de nous, il y aura eu des gros traumas, mais d'autres pas. Au final, on est tous égaux dans les problématiques dans l'émotion attachée à nos blessures, oui. Oui. Et savoir alors que l'amour, c'est un recrutement non conscient. D'un partenaire qu'on va mettre tellement près de nous que juste de vivre et de respirer, il va toucher le nerf ou les nerfs et de respirer là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste de licencier quelqu'un quand il commence à faire bien le job pour lequel on le recrute. Tu vois, donc déjà savoir ça en tant que célibataire, l'amour, au départ, période romantique magnifique, des tas d'hormones qui nous fly high, tu vois, 7e ciel, waouh. Et puis, quand ces hormones se drainent un petit peu, la réalité de la relation. Et qu'est-ce que ça appuie chez moi? Donc, savoir que c'est pas un lit de rose, la relation amoureuse. Juste déjà savoir ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui congédient le partenaire dès que ça commence à... Parce qu'on a des représentations que... ils se marièrent et furent heureux. Tu vois, il y a plein de... J'ai fait un chapitre info et intox là dans le livre, je ne sais pas si tu te souviens, mais toutes ces représentations, ça distille un poison pour le couple qui est l'illusion que
que ça va être harmonieux. C'est pas couple égale pas harmonie. Ou pas systématiquement. C'est vrai que quand on entend ça, alors toi tu dis bah ça va péter de toute façon à un moment. On pourrait se dire bon, est-ce que ça nous fait encore envie finalement quand on sait que ça peut être vraiment ce travail-là. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps parce que je faisais la différence dans une vidéo entre l'amour et l'état amoureux et je parlais du fait que l'amour se travaille et que bon bah désolé, hein, je pétais un peu le romantisme et quelques mythes, mais qui me semblent nécessaires parce que pour moi, bah ok, ça nous fait rêver et on est très nombreux à avoir envie de vivre quelque chose de magique et en même temps, on retombe vite sur terre aussi et ça fait beaucoup de mal quand on ne sait pas que l'état amoureux et l'amour et la relation c'est des choses différentes et qu'on s'attend en fait à ce que ça continue aussi bien que ça a commencé alors que... Et c'est pas que ça s'arrête, hein. C'est pas que ça s'arrête, c'est que ça pique, on touche le nerf l'un de l'autre et c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Ça fait du conflit parce que quand on touche le nerf, on a tendance à se défendre et ça fight, ça se déconnecte ou ça crie, enfin il y a de l'énergie en tout cas. C'est des cadeaux mal emballés. C'est exactement ce que je dis. Ouais, c'est des cadeaux qu'on a l'un pour l'autre, juste on les emballe dans un papier tellement dégueulasse que personne ne les ouvre. Ouais. Hein, on les jette. On les jette ou on les enfouit, on les regarde pas. C'est là que ça devient intéressant de faire ce travail de conscience. De se dire, ok, ça a l'air très très dangereux ce truc, mais ouvrons. C'est l'intention qui compte. Parce qu'il y a de la croissance. Ouais, il y a de la croissance pour les deux. Il y a vraiment... et des très belles périodes d'harmonie. De love, de passion, c'est juste, ça fluctue. Ça fluctue, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est accepter le couple, c'est pas un état de bonheur linéaire du tout. Mais du tout. Mais c'est une collection d'états, de moments, de tranches de bonheur interrompus par quelques petites cascades émotionnelles. Et quand on est équipé justement avec de l'intelligence amoureuse, avec des outils comme les outils de l'Imago, comme, on reste moins longtemps, ou alors on voit plus vite, enfin on a les portes de sortie rapides pour récolter les cadeaux et revenir dans nos plateaux de joie, de connexion, de vie. Donc ça ne nous empêchera pas, effectivement, comme tu fais le geste, de plonger un peu le nez dans la boue. Par contre, ces outils-là permettent d'être plus résilients et donc de... Ouais, de ne pas rester la tête sous l'eau. De ne pas rester la tête sous l'eau. Ça, c'est ce que je dis au couple. C'est pas de mettre la tête sous l'eau qui nous noie, c'est de rester la tête sous l'eau. Ouais. Alors, apprenez vite des outils pour remonter à la surface, prendre de l'air. Quand tu dis ça, moi j'ai l'image du crawl. Je peux pas faire du crawl comme ça, je nageais n'importe comment. À un moment, je mets la tête sous l'eau et je respire et je remets la tête sous l'eau et c'est comme ça que c'est comme ça que je nage bien le crawl. Exactement. Et quand tu parles du crawl, ça me fait sourire. L'image est belle parce que moi j'ai mis très longtemps à comprendre, à coordonner le crawl. Je me souviens enfant, c'était tout un truc. Alors que c'est tellement naturel une fois que c'est intégré. Tu vois, j'aime beaucoup l'image. Mes 4 ans de natation ont peut-être en fait servi à quelque chose dans ma vie de couple. Tu dis qu'on se recrute l'un et l'autre. Qu'est-ce qui fait que on peut être parfois de très mauvais recruteurs et se planter complètement, par exemple, voilà, recruter quelqu'un qui va nous faire du mal ou quelqu'un qui est pas disponible, enfin tous les schémas répétitifs qu'on connaît. Tu vois, ma façon de le phraser, elle serait différente. Je dirais pas que tu recrutes quelqu'un qui va te faire du mal, je dirais que tu vas recruter quelqu'un à l'occasion duquel tu vas vivre des émotions qui te font mal, qui te sont douloureuses. Parce que faire mal, c'est quoi? C'est juste traverser une émotion difficile. Et les émotions difficiles, très souvent, elles sont en résonance avec des émotions de l'enfance. Et quand on recrute quelqu'un qui nous remet profondément, brutalement, dans les émotions difficiles de l'enfance, c'est comme un choix non conscient. C'est comme, tu sais, je pense vraiment que
on a vécu des boucles dans l'enfance, on s'est engagé malgré nous. Parce que quand on est enfant, on est pieds et poings liés par rapport à notre environnement, dans des boucles de vie qui nous ont fait congeler des choses, parce que c'était trop intense. Émotionnellement, on n'avait pas les ressources pour s'en sortir. Que ça a été vraiment fort du point de vue de maltraitance, d'abus, de deuil, ou juste l'éducation, grandir, être poli pour ce monde. Ça nous demande de congeler des parties de nous, tu vois, dans notre spontanéité, dans notre créativité, dans plein de choses. Miguel Ruiz, il parle de domestication. Domestication. Why not? Why not? Notre enfance, elle nous a envoyés dans des boucles desquelles on est ressorti rétréci. Et en tant qu'adulte, avec ce moteur-là, vissé au corps, qui veut regrandir, redéployer, redevenir ce soleil qu'on était, il va chercher à retraverser ces boucles-là dans l'espoir qu'il va se passer quelque chose de différent et qu'on va en ressortir debout. Et il pourrait se passer quelque chose de différent, c'est si par bonheur, avec toi, je m'engage dans cette boucle, on se remet dans le même cauchemar émotionnel, mais à ce moment-là, au lieu de vivre de la peur, je vais vivre de l'amour, de la compréhension, je vais être reçue, je vais être comprise, je vais être validée, je vais être accueillie. Je vais ressortir de la boucle plus grande. Autrement dit, avec l'autre, je vais m'inviter des états émotionnels douloureux que j'ai bien connus enfant. Et si avec cet autre, ensemble, on met de la conscience et on se tient l'un l'autre, parce qu'en général, c'est en miroir. On ne s'est pas rencontrés par hasard. On a des blessures au même niveau. Et que dans cette rencontre qui fait de la douleur à l'aveugle parce qu'on va se protéger et qu'on va agir des comportements défensifs. Je te rappelle plus, ou je pleure toute la soirée, ou je te dis que, ou tu vois, au lieu de respirer ensemble et de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver. Et je te donne la main là-dedans, et je te donne de l'amour là-dedans. Pour le meilleur ou pour le pire, il est là. On s'est rencontrés pour se rencontrer on a des rendez-vous. On a des rendez-vous. Sans conscience, à l'aveugle, on refait de la bouillie pour chacun. Hein. Et j'aime bien parce que tu dis, ok, je vais être reçue, je vais être comprise, mais en même temps, je suis aussi là, mon intelligence amoureuse, pour comprendre et recevoir l'autre. Exactement. Je peux pas tout attendre qu'il fasse ça pour moi, j'ai aussi à le... C'est exactement ça. C'est un rendez-vous où chacun joue sa partition. Chacun vient chercher de la croissance. Chacun a un énorme cadeau pour l'autre. Et c'est là que c'est urgent de les ouvrir. Sinon, on quitte la relation en disant « cette relation est un cauchemar » parce que ça nous fait vivre des choses très difficiles. C'est ça en fait, moi le message que j'aurais pour tous les gens célibataires qui ont envie de se mettre en couple, c'est de savoir avec un partenaire, tout est possible quand on a ce pacte qu'on sait, l'intelligence amoureuse, et qu'on va regarder ensemble. Ce qui nécessite d'avoir ce pacte à la base. Tout le monde ne le fait pas et il y a quelqu'un qui... Tu sais, moi quand j'ai rencontré mon mari, j'ai pas fait ce pacte à la base. Je suis juste tombée amoureuse. Et on s'est mariés et on a eu des phases hyper heureuses. Et puis on a commencé à se mettre dans un sacré cauchemar. Mais on s'aimait tellement qu'on a cherché des solutions. Et c'est notre amour qui nous a fait décider le pacte. À 25 ans, quand on s'est rencontrés, on n'avait aucune notion qu'on allait faire ce travail-là. Rien du tout. Et c'était très bien comme ça. Ça nous aurait peut-être même paru bizarre. C'est juste que après, on tenait l'un à l'autre et on voyait bien que... Donc, on est allé chercher des solutions. Alors, quand on sait à l'avance, on gagne du temps. Et puis, on s'économise des points de souffrance.
Et justement, question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas fait ce pacte à la base et que si voilà, il y en a un qui est prêt à faire ce pacte et à faire ce chemin et que l'autre non. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà très précieux si on peut rester dans le lien, éclairer notre partie, parce que si j'éclaire ma partie, je ne vais pas réagir de la même façon. Et souvent, c'est mes réactions qui mettent l'autre dans son cauchemar. Ouais. Donc, juste, le système se soulage. Tu vois. Donc, de toute façon, il y a toujours quelque oui, chose à faire, il y a vraiment... moi, je pense profondément que un peut transformer le deux. Évidemment, quand on s'y met à deux, c'est encore un autre niveau de partenariat. Et ça va peut-être plus vite, plus loin. Et je suis même pas sûre. Mais un déjà qui met de la conscience de ce paradigme relationnel, il fait énormément bouger le système. Oui. La réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est l'amour. Et puis, ça peut finir par donner très envie à l'autre. Lui montrer un chemin que peut-être il soupçonnait pas, ou peut-être il lui faisait très peur, ou peut-être c'était pas de son monde, mais avoir à communiquer, à partager, de contaminer, tu vois. C'est-à-dire que si lui n'est pas capable de l'offrir, au moins de lui proposer de le vivre dans la mesure de ce qu'il accepte de vivre pour voir ce que ça fait de l'intérieur et lui donner envie après de commencer ce... Ouais, exactement. Et puis tu sais, je sais même pas si je dirais pas capable, je dirais juste que c'est pas de son monde. Oui, en tout cas, pas pour l'instant, peut-être parce que... Oui, que c'est pas dans son angle, tu vois. Quelles sont au final les vraies raisons de se séparer? Quand est-ce qu'on sait que Les vraies raisons de se séparer, c'est quand l'espace est tellement encombré et qu'il n'y a plus d'amour, tu sais. Ça finit par appuyer sur cette sensation d'amour. C'est intuitu personné en plus, hein. C'est chacun va avoir ses bonnes raisons. Je peux pas me poser comme ça en disant voilà, ça c'est des raisons de se séparer. Il y a des points de non-retour qui sont différents à chacun. Il y a des no-go absolus, et puis comme l'amour qui finit par s'émousser à un moment. Ça s'entretient, tout ça. C'est là, toi, où justement tu dis qu'il y a un travail à faire, c'est que l'erreur qu'on peut faire très souvent, c'est de se dire ça commence super bien, et puis on attend que ça continue comme ça, et on voit pas qu'en fait c'est quelque chose qui s'entretient, que ce soit l'amour ou même tout ce qui est de l'ordre du désir, etc. Il y a vraiment des choses à cultiver, et si on attend que ça se fasse tout seul, comme ça se fait tout seul dans les débuts, c'est là que finalement on court un peu à la dégradation de la relation. C'est exactement ça. Ça me fait penser à ce qu'on voit dans les films, tu vois. Dans les films, on voit, pour les couples, on voit soit la période de cet amour fou du début, qui est vraiment un amour fou parce qu'on s'aime incroyablement alors qu'on ne se connaît pas. Est-ce qu'on s'aime vraiment du coup? Est-ce que pour toi c'est... Pour moi c'est de l'amour aussi, c'est l'amour fou. Elle est magnifique cette période-là. Ah oui. Elle est incroyable, elle est tellement, tellement vitalisante. Et puis il y a les films aussi après sur vraiment la guerre. Vraiment, la gueule, la lutte, ce truc homme-femme. Et on n'a pas tellement dans la filmographie d'exemples de couples qui prennent soin de la relation, qui entretiennent, qui... Un projet à naître peut-être. Ça serait bien. Ah ouais. Un film école. Ouais. Ça serait bien. Tu parles du pochoir. Moi j'aimerais bien qu'on parle du pochoir justement. Ah oui, le pochoir. Sur la rencontre, sur... voilà, je
je suis seule et j'ai ce pochoir. Tu peux nous expliquer le pochoir? Ce pochoir. Alors pochoir, c'est un mot que j'ai mis pour rendre imagé un concept de l'imago. C'est Harvey Hendrix qui nous explique, lui, que on imprime les traits de caractère positifs et négatifs des gens qui se sont occupés de nous quand on était enfant. Sévère comme papa, froid comme maman, ou chaleureux comme mon grand frère, ou doux comme maman, ou comme, tu vois, des traits de caractère comme ça de notre petit monde. On sait dessiner un pochoir psychique. Et notre cerveau déteste l'inconnu, et parmi les dizaines de milliers de personnes qu'on rencontre, certaines vont rentrer dans notre pochoir. Pile. Ou si c'est pas pile, on va mettre le petit coup de pinceau qui va bien, et pouf. Et là, on va avoir cette expression, je te connais par cœur, ou je te connais depuis toujours. Tu vois. Et pour cause, hein. Parce que c'est des traits de caractère qu'on connaît depuis toujours. Et c'est ça qui va permettre que, avec toi, je vais me sentir lâchée comme avec maman, ou sous pression comme avec papa, ou humiliée comme avec mon frère, ou 3 petits points. Tu vois, tout est là dans la rencontre, en fait, dans notre chemin émotionnel avec l'autre, parce qu'il matche notre pochoir. Alors super, mais quand on a un pochoir pourri et que on cherche justement, enfin un pochoir pourri, façon de parler, mais si ben voilà, moi j'ai un pochoir qui est tel que à chaque fois les partenaires qui correspondent à mon pochoir, ça matche pas, et puis ça me maintient dans des trucs désastreux. Alors je peux voilà faire cette démarche d'intelligence amoureuse, de recevoir, de comprendre l'autre, etc. Maintenant, y a des personnes pour qui ça va jamais bien loin et qui cumulent certains schémas, justement. Donc est-ce qu'on peut intervenir sur ce pochoir? Est-ce qu'il est évolutif au fur et à mesure, par exemple, qu'on travaille sur soi? On va y revenir, mais qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Parce que j'imagine aussi qu'il y a des fois où on se dit « Ah, lui, il a l'air pas mal, je vais essayer de le faire coller à mon pochoir » et en fait, ça marche pas. Ouais. Tu vois, ma réponse à ça, c'est que ce pochoir qu'on a fait, on l'a fait à partir de photos qu'on a prises quand on était petit. Et les photos qu'on prend quand on était petit, elles sont avec un trait de pinceau du petit. En fait, il y a deux réponses à cette question-là. Si on prend cette idée de pochoir pourri, l'autre, il va avoir un pochoir dans cette forme-là. Et donc, à l'occasion de lui, tu vas vivre ces états émotionnels-là. Mais ça n'aura pas... c'est pas un copier-coller de l'enfance dans les actes. Oui. Tu vois, un enfant qui, par exemple, aura été abandonné, il va, comme par hasard, rencontrer des gens qui ont du mal à s'engager, avec qui il se sent abandonné, mais il n'est pas abandonné. J'ai 30 ans et j'ai quelqu'un qui est tout le temps parti en voyage professionnel. Je vais me sentir abandonnée, et mon vécu, il va être très profond, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des poupées russes qui savent vraiment qu'est-ce que c'est d'être abandonnée. Mais la réalité, c'est pas un cauchemar. Et donc cette personne-là va vivre le fait que cette personne soit en déplacement professionnel, elle va le vivre comme un abandon, là où quelqu'un avec un pochoir différent pourrait le vivre complètement différemment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quelqu'un qui aurait eu un système parental un peu étouffant, mais quand son père partait en voyage pro, il y avait beaucoup de joie et de liberté dans la maison, il va adorer les déplacements professionnels. Tu vois, ce qui se passe dans la relation, pour 10%, ça fait notre charge émotionnelle. Notre charge émotionnelle dans ce qui se passe, elle est dans nos histoires d'enfance. Hein? Et c'est pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Donc, un pochoir pourri, c'est pas grave. Et puis, oui, ce pochoir, il évolue au fur et à mesure de nos rencontres. Parce que dans nos rencontres, on voit ce qui n'a pas marché, mais on ne voit pas tout ce qui a été très, très réparateur. À chaque fois qu'on est aimé, qu'on a un échantillon d'amour par nos amis, par
notre entourage, par nos différents amours, l'amour sous toutes ses formes, même le lien très profond qu'on peut avoir avec des animaux, avec des lieux, avec toutes les doses d'amour modifient notre pochoir au fur et à mesure. Quand on prend la peine de les mettre dans notre cœur. Ouais. Hein, parce que certains d'entre nous, ils mettent pas dans leur tiroir. Hein, donc il y a quelque chose à faire pour soi à cet endroit-là. Mais notre pochoir, oui, il est évolutif. Il a ses grandes tendances, mais il est complètement évolutif. Alors tu dis il y a quelque chose à faire pour soi, et moi j'ai encore né une petite page justement dans ton livre, tu pousses ce qu'on peut appeler une sorte de coup de gueule. Tu introduis ce paragraphe par l'aberration de devoir travailler sur soi-même avant de tomber amoureux. Et tu as l'air très en colère à propos de ça. Ouais, comment tu peux... c'est très en vogue, et en plus... Tu pousses ton coup de gueule sur des choses assez spécifiques dans le travail sur soi. Il y a à prendre et à laisser dans ce travail-là. Tu peux développer, toi, ce qui te... Oui. Je ne suis pas contre le travail sur soi. Je ne suis vraiment pas contre le travail sur soi. Je suis très vigilante. Déjà, je trouve catastrophique tous ces articles et ces paroles qui disent d'abord travaille sur toi et après tu mériteras l'amour. Je trouve que c'est la double peine. C'est-à-dire que c'est comme de dire à quelqu'un, bah, tu sais quoi, t'as pas eu l'amour qu'il te fallait quand tu étais petit, et ben tu sais quoi, bah, tu n'y as encore pas droit. Je trouve ça tellement atroce. Je trouve ça tellement pas juste. Je dis l'inverse, je dis laisse-toi aimer. Ouvre-toi à l'amour, parce que toi spécifiquement qui as des trous d'amour dans ton parcours, et ben, c'est par la rencontre amoureuse et l'amour qui est partout que tu vas nourrir ça. Et tu dis l'amour qui est partout, là, alors moi, dans ma dernière vidéo j'ai parlé sous forme de poney, de fougère, de plein de choses, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se disent ce truc-là, je dois m'aimer d'abord parce que comme je m'aime pas, j'attire aussi des partenaires qui ne s'aiment pas, et donc au final l'amour j'en ai pas vraiment, ou c'est pas... Moi je pense que c'est laisse les yeux de l'amour se poser sur toi, ça va t'aider à récupérer l'amour de toi, et non pas aime-toi d'abord pour prétendre avoir le droit d'être aimé. C'est cauchemardesque ce paradigme. Quand on se pense pas aimable, quand on a une faible estime de soi et qu'on croit que non, moi sans doute je pense que je le mérite pas. Il y en a qui ont ce discours-là à l'intérieur, qu'ils soient conscients. Oui, parce qu'on a eu des messages en enfance qu'on ne méritait pas, parce que il faut... de toute façon, on tombera amoureux. On a ce mouvement de vie. On est né pour aimer. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc il faut laisser la porte s'ouvrir. C'est vraiment laisser se poser de l'amour qui va nous restaurer. Et puis ma colère par rapport aux thérapies individuelles, c'est pas la thérapie individuelle en tant que telle, c'est la thérapie individuelle dans un paradigme individuel où je répare le monde en moi, et je trouve que certains courants de thérapie individuelle nous sèment dans le monde un tas d'individus qui sont très bien, qui savent leurs besoins, etc., et qui entrent en amour avec déjà cette pancarte: je connais mes besoins et je te préviens, moi j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et donc, si tu n'es pas quelqu'un qui peut donner ça, tu n'es pas un bon partenaire pour moi. Et là, je trouve qu'on n'est plus très relationnel. Ouais. Ça s'appelle la relation d'objet. Et c'est plus la rencontre avec tout son mystère. Et cette notion que justement, ce dont j'ai le plus besoin, toi, c'est ce que tu vas avoir le plus difficile à donner. Parce qu'il y a cet appel dans l'amour, il n'y a que par amour qu'on va transformer. Tu vois ? Et puis certains thérapeutes individuels mettent vraiment un coin dans le couple. Ils vont aller faire alliance avec les douleurs de l'individu dans son couple sans regarder le système et le cadeau.
et il retire beaucoup d'énergie dans la relation de couple à un moment où elle n'a pas besoin qu'on lui fasse ça, parce qu'elle est en train de traverser un creux, et que ça change les équilibres. Et que, oui, dans une certaine mesure, la thérapie individuelle est un danger pour le couple, une menace. Quand elle est faite, en tout cas, en inconscience du couple à côté. Dans un paradigme de l'individu. Parce qu'on est des individus, soit, mais on est, pour moi, préexiste la relation. Paradigme relationnel. Et donc, il y a quelqu'un qui me demandait en commentaire comment on fait pour savoir si l'autre est dans la même disposition que nous, à faire du développement personnel, à se remettre en question, etc. Et que du coup, si je sais ça de lui, là je peux y aller parce qu'on est tous les deux dans cette volonté de croître ensemble, alors que finalement quand on rencontre quelqu'un, on se dit je sais pas moi si cet individu en face de moi est prêt à se remettre en question, à faire ce travail éventuellement de couple conscient si jamais encore il sait ce que c'est. Donc comment on peut choisir en fonction de ça? Je crois que l'amour, c'est l'amour, on tombe amoureux ou pas, et puis après, comment on sait? J'ai pas la réponse à cette question. Comment peut-on savoir? On peut donner envie, on peut le faire et modéliser et montrer un chemin où ça appelle, ou on peut juste foutre la paix à l'autre s'il n'a pas envie d'être conscient, parce que l'autre, il a le droit d'être exactement l'autre. Et en plus, qu'on le fasse pas dans une volonté justement d'objectivation, genre moi j'ai besoin pour que l'autre réponde à mes besoins, qui s'intéresse au développement personnel. C'est exactement ça. Donc du coup, exactement ça. Si le fait que l'autre s'intéresse au développement personnel est une stratégie pour répondre à mes besoins, c'est là où on est dans l'objectivation et pas dans l'amour finalement. C'est ça. L'autre a le droit d'être l'autre, et peut-être il va être comme moi, peut-être pas. Donc à se poser la question finalement, pourquoi au fond ça m'arrangerait que l'autre fasse du développement personnel au même titre que moi. Et je comprends cette question, parce que c'est vrai que c'est un cadeau de sentir un autre déjà en chemin. Et en même temps, je crois que le chemin, il se fait en marchant, y compris à deux. Et que c'est pas mal de découvrir ensemble, de ne pas avoir d'attente, En tout cas, c'est pas écrit, hein. C'est pas écrit en démarche. Non, ça se trouve en avançant, ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes célibataires qui sont justement un peu sur la réserve, qui ont peur de souffrir, qui aujourd'hui ne s'ouvrent pas à l'amour parce qu'ils ont peur de souffrir à nouveau? Je leur dirais, vous trompez pas d'ennemi. Souffrir dans la relation, c'est pas à cause de l'autre, c'est à cause du monde en moi. C'est le monde en moi qui me fait souffrir. Dans la plupart des cas, quand tu restes dans le pacte humain de ce qui se fait, hein, je ne te parle pas de jeter les enfants par la fenêtre ou de taper, l'autre, il vient appuyer sur des boutons, c'est le monde en moi qui souffre. C'est pas l'autre me fait souffrir. C'est ça qui est très très important. C'est le point dans l'intelligence amoureuse, c'est ça. Hein. C'est de récupérer, pas se tromper d'ennemi. C'est ça que je dirais à tous ces célibataires. Vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi, c'est mes blessures. C'est pas l'autre. L'autre, il vient les réveiller. Mais il suffit qu'il effleure pour que ça fasse mal. Et qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un qui n'y croit même plus? Qui se dit non, le couple ça doit pas être fait pour moi, je suis pas fait pour le couple. Ce quelqu'un, je lui dis débranche ton cerveau, laisse ton cœur fonctionner, parce que ton cœur, il cessera jamais d'y croire. Parce qu'on est câblé pour être en lien, tu vois, on est né pour la relation. Sans relation, on meurt. Hein. Il y a des expériences qui ont été faites avec des bébés. Quand on ne se met pas en relation, ils meurent. Vraiment, alors qu'ils ont à manger, à boire, etc. Hein.
l'être humain est fait pour être en lien, pour aimer. Donc, c'est les représentations du cerveau, c'est le cerveau qui protège d'expériences de douleur en décidant que j'y crois plus. C'est des élucubrations, tout ça. Le fait de ne pas y croire, finalement, est un mécanisme de défense comme un autre pour se protéger de cette souffrance. De douleur, ou de douleur à répétition, ou d'une expérience très très spéciale. Tu vois. Merci Florentine. Avec plaisir, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce qu'on me retrouve ? Eh ben, moi, c'est l'Espace du Couple. Donc, j'ai un site internet, l'Espace du Couple, une page Facebook, Instagram, une petite chaîne YouTube qui démarre, l'Espace du Couple. Voilà. Donc, tous les liens sont évidemment dans la description, comme d'habitude. Eh ben, super. Avec plaisir. On s'arrête là ? Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, je te remercierai encore plus de lui mettre un gros pouce bleu et surtout de la partager autour de toi. Évidemment, pour aller plus loin, je t'invite à lire le livre de Florentine. Tu peux aussi la suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et si tu es en couple, tu peux aussi offrir à ton couple un merveilleux stage avec elle et son mari. C'est vraiment des stages hyper beaux qui sont hyper transformateurs. Si pour l'instant tu n'en es pas encore là, mais que tu souhaites quand même prendre en main ta vie amoureuse pour justement un jour aller faire un stage avec Florentine, tu peux travailler avec moi en séance, ou si tu veux commencer à réfléchir différemment et à te poser de meilleures questions pour poser les bonnes bases de la relation que tu veux construire, je t'invite à t'inscrire dans le lien qui est dans la description à ma série d'exercices qui sont faits spécifiquement pour ça. C'est une série d'exercices gratuits. Et si tu veux aller encore plus loin avec, pour le coup, du contenu théorique et encore d'autres exercices, tu peux télécharger mon e-book qui va t'aider à t'ouvrir aux relations amoureuses si jamais tu étais un peu fermé, même sans le savoir. Avant d'avoir le privilège de s'engueuler, encore faut-il s'être ouvert au couple et pour ça, voilà, ça demande d'observer en soi ce qui pouvait te freiner et saboter tes relations. Et dans cet e-book, on parle de tout ça. Bonne lecture et à dans 15 jours pour la prochaine vidéo.